Topic News avec Franck Ramarson, directeur de publication du groupe Ultima Media, comprenant les journaux Les Nouvelles, Tarach et Courrier de Madagascar. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs. Le métier de journaliste demeure un métier à risque. On apprend dernièrement l'assassinat de 2 journalistes de RFI au Mali. Quel est votre point de vue à ce sujet ? C'est un acte odieux, puis c'est un acte incompréhensible de la part de ceux qui veulent, libérer donc leur pays du joug du colonial. Et c'est à peu près ça le message qu'on voulait dire. Et puis, il y a un autre fait, c'est que ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis cet acte, ce sont donc des organismes terroristes qui ne veulent pas qu'il y ait donc un processus électoral, c'est-à-dire ce sont donc des atmosphères de la démocratie. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les 2 journalistes de Radio France, en l'occurrence Ghislaine Dupont et le technicien Claude Verlon, étaient en mission commandée. Ils sont venus donc sur le terrain voir là, ce qui se passe et faire porter la liberté de parole à tout le monde, c'est-à-dire à tous les protagonistes de la crise malienne. Et ils l'ont fait au nom de la liberté d'expression, la liberté de la presse. Donc c'est toujours un métier qui n'est pas facile, même dans d'autres pays à risque. Il y a encore 4 journalistes français qui sont détenus en Syrie. Il y a eu donc un certain nombre de dossiers déjà au Liban, il y a une dizaine d'années. On s'en prend toujours donc à la profession de journalisme, puisque c'est le seul rempart de la démocratie, c'est donc informer, c'est un droit, et surtout donc donner de la transparence dans la conduite de la vie de la nation. Ce n'est pas nouveau, ce genre d'acte odieux. Sous d'autres formes, on voit que la liberté d'expression n'est jamais acquise à l'avance, car la censure sous toutes ses formes est toujours d'actualité, se termine parfois par des éliminations physiques. On a vu ça en Russie, on a vu ça en Amérique du Sud. Et il faut dire que cette profession est quasiment aussi inconnue ici à Madagascar, parce qu'il y a la culture du savoir, la culture, je dirais, d'informer le public, informer tous les partenaires qui contribuent au développement de ce pays. C'est cette information-là qui est primordiale pour, je dirais, stabiliser un régime et pour donc qu'il y ait aussi un équilibre dans le traitement donc des informations dans un pays comme Madagascar. En ce qui concerne donc cette disparition, nous condamnons cette censure physique, c'est-à-dire que l'élimination donc de ces 2 journalistes chevronnés d'ailleurs, puisque une des journalistes est très connue donc de notre groupe, Ghislaine Dupont. Elle a toujours été une journaliste pugnace, expérimentée, aux talents multiples, et qui maîtrisait sur le bout des doigts les enjeux de l'Afrique de Madagascar. En un mot, donc, elle avait la meilleure compréhension de la disponibilité des événements du continent. Donc, la perte de Ghislaine Dupont est une grosse perte pour le journalisme ici, en Afrique. Et je dirais même que c'est un grand vide difficile à combler actuellement. Donc là, nous te présentons les condoléances à la famille de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, mais aussi à nos confrères de la RFI, puisque donc nous partageons le deuil. Nous revenons à Madagascar. Vous avez parlé de terrorisme intellectuel par rapport justement à ce qui se passe au Mali. Il y a aussi à Madagascar une partie de la classe politique qui s'oppose aux élections. Non, je dis que terrorisme intellectuel dans la mesure où donc on n'emploie pas l'élimination physique, mais au niveau donc de la pensée. C'est-à-dire inciter la population à ne pas sortir de la crise, à refuser tout processus électoral, tout processus démocratique, je crois que c'est un crime. Là, on est en train de mobiliser de nouveau des acteurs, des partenaires, même la population, pour désorganiser ces élections, pour dire qu'il faut d'abord faire ce que j'appelle la réconciliation nationale. Nous sommes dans une étape, et la première étape a été franchie, même avec des imperfections du premier tour du présidentiel. Nous allons entrer dans la confection des résultats provisoires le 8 novembre, et vous verrez donc, espérons que ceux qui vont participer au second tour, après les résultats définitifs proclamés par la Cour électorale spéciale,
vont faire une propagande sereine, je dirais plus sage que le premier tour. Donc on pense que avec la sagesse qu'a nos compatriotes, on peut toujours donc espérer qu'il y ait ce que j'appellerais un ensemble donc de règles, de critères que l'on va respecter pendant cette propagande du deuxième tour. Pour l'heure, la CENIT qui organise ces élections est visée de toutes parts. D'un côté, concernant la lenteur de la sortie des résultats et d'autre part, les lacunes concernant la liste électorale. Bon, ils ont dit que la CENIT avait dit que ça ne tardera pas après le 10 novembre. Donc là, ils ont annoncé que ce sera pour le 8 novembre, pour la proclamation des résultats à la CENIT. Et concernant les listes électorales, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent que 35% de la population électorale n'a pas voté. Bon, moi, je dirais quand même qu'il y a quand même un taux de participation de 62% qui est supérieur à celui de 2006. On revient encore sur le caractère de civisme que les citoyens doivent avoir pour vérifier leur carte électorale, pour vérifier s'ils sont sur la liste. C'est très important. S'il y a eu, comme je dirais toujours, des manœuvres pour boycotter les élections de la part de certains candidats, certaines mouvances, donc il est vrai que leurs partisans ont toujours refusé de s'inscrire sur la liste électorale amenée par les agents de la CENIT. Donc moi je pense que si il y a donc des personnes qui ont été recensées, qui ne sont pas sur la liste électorale, je dis bien recensées par la CENIT, donc il y aura des améliorations possibles, sans pour autant faire une révision de l'histoire électorale d'après Mme Béatrice Atala. Donc moi je pense qu'il y aurait certaines retouches, mais ce qui est assez aberrant, c'est quand on écoute nos parlementaires désignés au Conseil supérieur de la transition, au Congrès de la transition, qui demandent une nouvelle loi avant le deuxième tour, ça en fait quand même rire les observateurs qui regardent ce qui se passe dans notre pays. Qu'ont fait ces parlementaires pour ne pas sensibiliser entre guillemets, leurs électeurs dans leur circonscription? Ils n'ont rien fait, ils sont restés ici, et que, donc c'est un parlement de transition, je conçois, mais ils avaient un devoir, et c'est le principal devoir, c'est-à-dire donc d'amener le peuple, d'amener les gens en âge de voter, de s'inscrire et de collaborer dans les districts, dans les communes, dans les régions, avec la CENIT pour donc inciter à ce qu'il y ait un taux de participation assez conséquent pour ces élections. Ce n'est pas maintenant que l'on va encore retoucher le code électoral pour tout cela, parce qu'il y aura donc les élections législatives le 20 décembre en même temps que le deuxième tour des présidentielles. Il vaut mieux attendre qu'il y ait un nouveau Parlement, à moins que ce soit pour justifier les indemnités de session qu'il y a, puisque on sait très bien que le Parlement de la transition est un Parlement de budgétivore. Il y a au moins 600 désignés pour ne rien faire et qui, je dirais, gaspillent l'argent de l'État. Donc merci à vous et à la prochaine. Merci Nicole et à la prochaine.